chères auditrices, chers auditeurs, bien le bonjour. Dans cet épisode, nous revenons avec Yoni sur les récentes négociations en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis autour d'un cessez-le-feu d'un mois avec la Russie. Un accord encore en suspens qui pourrait bien être accueilli négativement par Moscou. Quels sont les scénarios possibles? Comment la Russie pourrait réagir? Yoni nous éclaire sur les choix stratégiques du Kremlin, leurs motivations et les implications possibles de ces décisions. On en profite aussi pour explorer un petit peu un sujet plus large, l'intelligence diplomatique et l'espionnage en Ukraine. Que sait-on réellement des intentions russes là-bas? L'Ukraine a-t-elle les moyens de se défendre contre les manipulations et les trahisons potentielles venant d'un binôme Trump-Poutine? Certains affirment qu'elle est vulnérable sur ce terrain, mais qu'en est-il vraiment? Ensuite, nous faisons un point rapide sur la situation sur le front, notamment à Koursk, et les dynamiques actuelles des combats. Quelques précisions. Au cours de l'épisode, Yoni nous parle du concept de MICE. M-I-C-E. C'est un acronyme en anglais, utilisé en cybersécurité et en renseignement, pour décrire les vulnérabilités humaines exploitées par l'ingénierie sociale. M pour monnaie, l'argent, I pour l'idéologie, C pour la coercion, et E pour l'ego. C'était le mot qu'il nous manquait. Donc vous pouvez ensuite googler plus d'informations sur le sujet, mais voilà, c'est un terme, c'est pour vous préciser tout ça. Ensuite, Yoni évoque aussi le compromat, donc ce terme russe qui désigne l'usage de documents compromettants, réels ou fabriqués, pour faire pression sur des figures politiques ou publiques. Et on se pose une question, et si la Russie détenait un compromat contre Trump? En sachant évidemment que nous sommes dans un scénario entre guillemets de fiction, nous n'avons aucune information sur le sujet, mais si c'était le cas, qu'est-ce que ça pourrait engendrer et surtout comment est-ce que la Russie voudrait que Trump se comporte dans ce cas-là ou ne se comporte pas dans ce cas-là? Parce qu'il y aurait évidemment tout un jeu de dupes autour de tout ça. Donc voilà, on en parle un petit peu aussi. Donc au total, un épisode dense, très axé sur l'Ukraine, ce qui change un peu après nos récentes discussions sur les États-Unis. En vous souhaitant une bonne écoute et à bientôt. Je m'appelle Julien Puertas, vous écoutez Géopocalypse, géopolitique d'un monde en tension. Salut Yoni, Salut Julien, comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça peut aller, un peu de soucis avec les trolls russes, mais sinon ça va. C'est la vie, hein. C'est C'est la la vie, vie c'est la vie. malheureusement. Écoute, alors pour cet épisode, on va essayer d'aller assez vite parce que je sais que tu as beaucoup d'autres choses à faire et que tu as un Ouais. temps limité. Je vais un peu te donner carte blanche du coup pour parler de ce que tu veux. J'imagine que tu vas parler de l'Ukraine. Donc voilà, ta carte blanche, pose les bases de ce dont tu veux parler Ouais, et puis après je te relancerai éventuellement si j'ai des questions, mais c'est ouais, intéressant si tu peux un peu, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements là récemment, donc c'est intéressant de ouais. de nous Oui, donner ton avis. c'est passé beaucoup de choses récemment et il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours et même dans les prochaines heures et c'est pour ça faut quand vous écoutez ça, faut que les gens se rappellent qu'on a enregistré ça un peu avant que ça sorte et qu'entre-temps il peut se passer des choses. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ont réussi en Arabie Saoudite à convaincre l'Ukraine d'accepter le deal de 30 jours de cessez-le-feu et l'Ukraine a accepté ce qui n'était pas forcément prévu par tout le monde, mais ils ont accepté sans condition. C'était assez stratégique de leur part parce que Poutine, les agents russes, les agents d'influence russes, mais aussi les États-Unis de Trump ont tenté de donner cette image que c'est l'Ukraine qui pose problème et qui est pas vraiment trop motivé pour la paix. Ouais, Et Trump l'a même dit plusieurs fois, il a dit il a plus de mal à convaincre l'Ukraine que la Russie, ce qui est n'importe quoi parce que ouais, c'est c'est la clair. Russie qui envahit. Et du coup là, comme c'est l'Ukraine qui a accepté, ben, ça met un peu la Russie dans une situation difficile. Et la Russie, ils ont fait un grand classique, c'est-à-dire ils ont fait oui et non. Le matin, il y a Peskov qui a dit non, on n'est pas pour un cessez-le-feu. Et l'après-midi, hier, il y a Poutine qui était avec Loukachenko et qui a dit ben, on aime bien l'idée, mais en fait, comme c'est un cessez-le-feu sans condition au niveau de l'Ukraine, ben, c'est pas possible que l'Ukraine n'ait pas de conditions, mais que la Russie ait des conditions. Donc, ce qui est clair, c'est que la Russie, pour l'instant, refuse le cessez-le-feu parce que si c'est sans condition, c'est soit c'est sans condition, soit ça l'est pas.
Et la Russie, Poutine, les conditions qu'il veut mettre, il dit, je veux bien un cessez-le-feu à condition que l'Ukraine ne peut pas mobiliser ou s'entraîner pendant le cessez-le-feu, ce qui est déjà impossible. C'est impossible pour la Russie de contrôler ça, mais évidemment, s'il y a un cessez-le-feu de 30 jours, l'Ukraine va en profiter pour faire des rotations et pour mobiliser de nouvelles personnes et les entraîner et tout ça. La Russie ferait exactement la même chose. Et du coup, il n'y aura pas de cessez-le-feu, mais Poutine a encore fait sa communication classique où il dit une chose et l'inverse pour justement que personne ne soit vraiment au courant de ce qui se passe. Et comme ça, les médias, hier, quand j'ai appris ce qui se passait, j'ouvrais des médias, et même en Finlande, où les gens sont plutôt bons en général pour lire Poutine, tu avais un média qui disait Poutine accepte le cessez-le-feu, l'autre qui disait Poutine ne l'accepte pas. Et la réalité, c'est qu'il l'accepte pas, mais qui dit un peu tout et son inverse, comme son Ouais. contraire, comme il le fait toujours. Et il y aura pour l'instant pas de cessez-le-feu parce que la Russie n'accepte pas, mais sur papier, la Russie n'a pas vraiment d'intérêt à accepter. Mais Poutine est quand même assez bon en tout ce qui est négociation et tout ça. Poutine, c'est pas un stratège de guerre et c'est pas un économiste et il est assez mauvais sur les décisions à long terme. Il fait beaucoup d'erreurs et il n'est pas très bon en général. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut lui donner, c'est qu'il a quand même pas mal d'expérience en tant que leader et négociateur et il a beaucoup négocié. Et la Russie, grâce à son corps diplomatique, ses espions, ses agents de l'Ouest, etc., et Poutine, la Russie a toujours réussi à avoir des deals plutôt favorables, peut-être même un peu trop favorable, plus favorable que ce qu'il mérite. Et Poutine continue là-dedans et à cause de ça, c'est pas 100% impossible que Poutine accepte un cessez-le-feu. C'est pas forcément le scénario le plus probable, mais c'est pas impossible parce que si Poutine accepte un cessez-le-feu, en gros, il le verrait comme un investissement où en gros, il fait une petite concession. Mais à long terme, en fait, ça lui permet d'avoir de meilleures relations avec les États-Unis et d'aider Trump. Parce que Trump, s'il réussit à avoir un cessez-le-feu, ben, il pourra sortir ça et dire regardez, grâce à moi, il n'y a plus la guerre, il ne se tue pas, etc. Donc il y a ce côté-là qui peut permettre à Trump d'être plus populaire et d'avoir une promesse de campagne à moitié tenue. Et ça, c'est quelque Ouais. chose que Mais pour un mois, Poutine quoi. pourrait potentiellement. Ouais, pour un mois. Et après, faut pas oublier qu'il Et y a puis il en a eu. bien besoin parce que vu comment est en train de dévisser Ouais, l'économie, etc. ouais. Après, le problème avec lui, c'est que à l'époque, on va dire en fin 2022 ou quelque chose comme ça, un cessez-le-feu aurait vraiment bénéficié à la Russie parce qu'ils étaient en train de mobiliser. Et quand tu attaques, tu as besoin de plus d'hommes que quand tu défends. Et ils étaient en train de mobiliser. Et c'était compliqué pour eux. Mais en 2025, c'est pas forcément si bénéfique que ça à la Russie. Enfin, bien sûr, c'est bénéfique parce que forcément, ils ont besoin d'hommes, etc. Mais en fait, là, on est dans une situation quand même où c'est clairement la Russie qui attaque et l'Ukraine qui défend. Un cessez-le-feu, ça peut permettre aux côtés qui attaquent de se regrouper, de faire des rotations, etc. Mais ça permettrait aussi à l'Ukraine de construire des fortifications et d'améliorer les fortifications qui existent et en même temps de faire des rotations. Et l'Ukraine est en train de faire une énorme réforme dans son armée. Elle passe à un système de corps au lieu d'un système de brigade. Enfin, ils avaient déjà un système de corps sur papier, mais maintenant ils passent vraiment à ça. Et du coup, ils changent totalement la structure de l'armée. Et tu vas avoir quinzaine d'unités qui sont les plus expérimentées, les meilleures, qui Mhm. vont prendre la responsabilité sur 5 brigades au lieu d'une. Donc en gros, ils vont récompenser les unités qui s'en sortent bien Ouais, c'est ce pour que qu'il tu y ait avais moins expliqué de. un peu dans un, C'est ça, c'est ça. dans un Et pod il y a maintenant, c'est quelques vraiment épisodes, ouais. confirmé. Ouais. Et maintenant que c'est vraiment confirmé, ils sont en train de faire ça. Et forcément, en temps de guerre, faire un changement de structure militaire, c'est pas facile. Même en temps de paix, c'est pas facile. Mais en temps de guerre, c'est encore plus compliqué. Et du coup, 30 jours de cessez-le-feu, ça aiderait beaucoup l'Ukraine à ce niveau-là. Ouais. Donc, c'est pas forcément plus avantageux à la Russie qu'à l'Ukraine à ce niveau-là. Mais après, c'est compliqué. De toute façon, il faut se rappeler que en 2014 et 2022, il y a eu plus d'une douzaine de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Et la Russie, on n'a tenu aucun. Donc, s'il y a un cessez-le-feu de 30 jours, c'est assez peu probable que la Russie tienne les 30 jours sans. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment un deal derrière qui les avantage à mort. Mais sur le côté, juste pour faire un cessez-le-feu, c'est probable qu'ils tentent d'en profiter. Et de toute façon, c'est dans la nature russe de tenter de profiter de ce genre de truc. La Russie, c'est un pays qui ne respecte pas les règles et se Ouais. sent a l'impression d'avoir plus de droits que les autres. Et c'est comme ça. Et du coup, l'Ukraine ne leur fait pas confiance et a raison de ne pas leur faire confiance. Et on va voir ce qui se passe. Mais le problème pour Trump, c'est que Trump, au fond, que ce soit quelqu'un qui est compromis par du blackmail des Russes, du chantage ou
si c'est vraiment un agent russe à fond ou si c'est juste quelqu'un qui profite de la situation Ou c'est juste et qui. aussi un gros débile qui aime bien C'est ça. Je pense la pas. dictature, Je quoi. pense pas que c'est juste un. Je pense pas que c'est juste un débile, mais en fait, il est compromis d'une manière ou d'une autre. Mais la Oui, question, oui. c'est est-ce que c'est Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un débile, non, non. mais la donnée que c'est un débile, il faut la prendre dans l'équation quand même. Ouais, ouais. Faut Voilà. l'apprendre. Mais après, c'est possible aussi que le scénario assez possible, c'est que Trump ne se sent pas agent russe, n'a pas l'impression d'être un agent russe, mais plus comme une sorte de. C'est un peu comme si Trump était un clan de la mafia et la Russie était un autre clan de la mafia et Hmm. qu'ils ont des deals entre eux. Et du coup, lui il voit ça un peu. Eux, ils l'aident et lui, il les aide. Et ils sont des sortes de rivaux, mais amis en même temps. Ouais, Et c'est ouais, un peu ouais, comme ouais. ça qu'ils voient le monde. Et je pense que c'est ça le plus probable. Et Et c'est ça un veut pas peu ça dire qu'il les n'y a pas alliances de. qu'ils mettent en place tous en fait en ce C'est moment. ça. C'est ça. Et Et, même à leur autre niveau, les Peter Thiel et compagnie, c'est un peu le même esprit, hein. mm, et il a des dettes envers beaucoup de gens, Ouais. dont Musk, etc., mais aussi la Russie. Et du coup, il est prêt à faire des services pour eux. Mais il est quand même dans une situation compliquée parce que je ne sais pas à quel point il se rend compte des choses, mais au fond, il peut pas faire un deal où seul un côté bénéficie. Il peut pas faire un deal totalement, purement juste pour l'Ukraine. Ça serait bien de le faire, mais s'il fait ça, la Russie va jamais accepter. En tout cas, pas pour maintenant. Et s'il fait l'inverse qu'il est en train de faire, c'est-à-dire s'il fait des concessions à la Russie sans faire de concessions à l'Ukraine, ben, l'Ukraine va pas accepter. Et du coup, on va voir, je pense que dans les prochains mois, on va voir, et peut-être même plus tôt, mais dans les prochains mois, on va voir s'il tente vraiment de faire un deal ou pas, parce que sur papier, s'il était honnête, s'il n'était pas un agent russe, si son but c'est d'avoir la paix, maintenant que la Russie refuse le cessez-le-feu, il est censé leur mettre la pression. Parce qu'il a mis la pression sur l'Ukraine pour qu'ils acceptent le Bah cessez-le-feu, ouais, ouais. il a traité Zelensky dictateur, il a arrêté les armes, Mais il a fait plein de trucs. Mais là, s'il fait rien à la Russie, c'est vraiment qu'il tente pas vraiment d'avoir un cessez-le-feu parce que bah oui, mais il le seul s'intéresse qu'à la moyen, loi du plus fort. Enfin, en fait, c'est sa ça. seule derrière le vernis qu'il peut mettre, la seule chose qui trouve légitime, Ouais. en fait, c'est la loi du plus fort. Mais la Donc loi du c'est plus fort, aussi ça pour ça marche que. qu'il. Ouais, mais le problème, c'est que ça marche que s'il y a un côté qui est vraiment faible et l'autre côté qui est fort. Mais l'Ukraine a montré qu'ils sont pas si faibles que ça et que c'est plutôt la Russie qui est assez faible. Et du coup, Comparé comme à la leurs Russie n'arrive prétentions, oui. pas, comme la Russie n'arrive pas à envahir l'Ukraine, même s'ils considèrent la Russie plus forte, au fond, ils peuvent pas forcer grand-chose à l'Ukraine. Et là, c'est vraiment un peu le moment de vérité. Après, comme dit, j'en ai parlé avec un ami aujourd'hui, mais un de mes amis m'a dit, si Trump, là, il prend le côté de la Russie, c'est vraiment que c'est un agent russe. Mais je lui ai dit, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, Trump peut faire quelque chose qui n'est pas forcément dans l'intérêt de la Russie à court terme et quand même être un agent russe, parce que si admettons qu'il y a un compromat sur lui et que Trump est un vrai agent russe, l'intérêt de la Russie, c'est pas que les gens le sachent. Et l'intérêt de la Russie, c'est qu'à long terme, la Russie bénéficie du fait qu'il est compromis. Mais l'intérêt de la Russie, c'est pas que en 3 mois, tout le monde sache que c'est un agent russe et que personne ne le prenne au sérieux. Et c'est pour ça que même un agent russe peut faire des trucs qui sont pas forcément toujours dans l'intérêt de la Russie. C'est un peu l'idée, c'est que tu essayes de pas montrer que tu es un agent russe et après, quand il y a une grosse décision, à ce moment-là, tu prends le côté de la Russie. Moi, je pense que Trump est compromis d'une manière ou d'une autre, mais ce qu'il fait maintenant, ça a peu d'importance sur ça. Ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il est capable, s'il ose mettre un peu de pression sur la Russie ou pas. Mais pour Ouais. l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Et malheureusement, Et il avait. j'y crois pas une seconde, mais Non. je demande qu'à être surpris. Ouais. En fait, s'il le fait, ça sera À la fois, ça sera du show. j'avoue mon manque de connaissances suffisantes pour pouvoir affirmer, tu vois, j'y crois pas, mais mon degré de confiance dans mes propres capacités n'est pas élevé, tu vois ce que je veux dire? Donc, Le, le pro- mais moi, Mais mon comme dit, avis, le c'est que j'y problème, crois c'est pas que. une seconde, mais Hmm. après, je suis tout à fait prêt à changer d'avis, notamment parce que je En pense que fait, les gens qui s'y connaissent beaucoup hmm, plus, dont toi, peuvent me donner des arguments valides. le problème avec Trump, c'est que il peut mettre un coup de pression à Russie tout en faisant du théâtre. Ouais. Donc ça peut, si admettons qu'il y a un back channel entre la Russie et les États-Unis et qu'ils négocient entre eux sans l'Ukraine, ben, ils peuvent très bien se mettre d'accord sur un coup de théâtre où Trump fait semblant de mettre un coup de pression à la Russie et la Russie finit par accepter pour à la fin faire un deal qui bénéficie à la Russie. C'est pas impossible du tout. Bah oui, mais en fait, c'est de ça dont j'ai peur, Ouais. largement aussi. C'est-à-dire que tout ce que va accepter l'Ukraine, je veux dire, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas craindre le pire sur le coup de Trafalgar que peuvent leur faire Poutine et Trump ensemble, alors que... L'avantage de l'Ukraine, c'est que
c'est pas des incompétents, ils ont des agents en Russie. Il y a des gens dans l'administration russe qui sont des traîtres, comme il y a aussi des gens dans l'administration en Ukraine Hmm. qui trahissent l'Ukraine. L'Ukraine, ils mettent le paquet sur le renseignement en Russie. Ils ont beaucoup de Russes qui communiquent avec eux et beaucoup d'Ukrainiens en Russie. L'Ukraine est au courant, pas de tout, mais ils ont très bien infiltré les renseignements russes et Jusqu'à l'armée un russe, assez haut etc. niveau, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est haut, quoi. Parce que Ouais, c'est sûr. Non, mais assez le pour en truc, c'est gros que savoir que si jamais il y avait un vrai coup de traîtrise, il serait au courant, quoi. non, mais c'est pas si simple que ça parce J'imagine que que c'est pas les mêmes c'est pas si personnes qui simple, sont ouais. toujours. Mais on va dire que comme on parle d'un pays de 40 millions d'habitants qui ont guerre avec la Russie et qui misent tout sur la Russie niveau renseignement, parce que c'est quand même la target principale. On va dire qu'un pays comme l'Estonie, qui fait 1 million d'habitants, ou la Finlande, qui fait un peu plus de 5 millions d'habitants, on est capable d'être très au courant de ce qui se passe en Russie en interne parce qu'on mise tellement sur la Russie. Eux, ils sont 8 fois plus. Et en plus de ça, ils parlent la langue. Hmm. Ils savent parler la langue. C'est beaucoup plus facile pour eux de recruter des gens en interne en Russie parce qu'il y a énormément d'Ukrainiens en Russie. En Russie, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas Poutine et qui travaillent pour lui. Il y a beaucoup de gens compromis qui travaillent pour Poutine. La plupart des gens qui travaillent pour Poutine sont compromis. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit un homosexuel refoulé, qui n'a pas envie que ça se sache ou quelque chose comme ça. Et ils mettent le doigt sur ça et ils tentent de l'utiliser. Il y a des gens qui le font pour des raisons idéologiques, d'autres qui le font pour l'argent, d'autres qui le font parce qu'ils sont compromis. Mais l'Ukraine a des services de renseignement qui sont très capables. Donc elle a de Et la Russie l'intelligence, est un elle a de pays, l'intelligence diplomatique. Tu dis c'est sûr. qu'elle a une vraie connaissance de fond de Elle a une connaissance supérieure à la majorité des pays sur Terre parce que comme elle met tous les... Parce que comme dit, même un pays comme l'Estonie ou la Finlande a une connaissance meilleure de la Russie que certains gros pays parce qu'on ouais. met tout dessus. Parce qu'un pays comme la France, je dis pas qu'on a une meilleure connaissance que la France, même si je le pense, mais la France, par exemple, dans ses services de renseignement, doit se concentrer sur l'Afrique, le Moyen-Orient, les États-Unis, la Chine, la Russie. Et du coup, le pourcentage d'efforts et de personnel qui est mis sur la Russie n'est pas forcément si gros que ça. Et forcément, ils arrivent quand même à faire des trucs et c'est très bien. Mais si tu es l'Estonie et que tu mets 100% de ton effort sur la Russie, ou on va dire 90% de ton effort sur la Russie, et que tu as des russophones chez toi et que tu as plein de gens dans tes services. En France, trouver quelqu'un qui est pas russe et qui parle russe, déjà, c'est compliqué. Mais en Estonie ou en Ukraine, c'est pas très compliqué, surtout en Ukraine. Du coup, 40 millions d'Ukrainiens qui sont en guerre avec la Russie depuis 11 ans et comme dit, la Russie a des millions d'Ukrainiens qui habitent. Certains parce qu'ils veulent, d'autres parce qu'ils ont été contraints. Les services de renseignement ukrainiens sont très très au courant de ce qui se passe en Ok, interne en ok. Russie. Non, mais qu'il soit Et très très au courant. Ouais, ouais, donc d'accord, je vois ce que tu veux dire. il Donc pour la n'y a, plupart des pas trucs, de même si c'est des trucs militaires ou autres, il y a pas de qu'on peut grosse branche où il n'y a pas observer d'Ukrainiens. les infos qu'ils peuvent avoir ou qu'ils vont avoir, Mm. ça te protège quand même d'une bonne partie des vrais gros coups de traîtrise Ouais, les plus et classiques, quoi. les Russes sont pas une population très loyale à leur leadership parce que on parle quand même d'un pays en développement assez pauvre et très très corrompu et Ouais. avec des normes sociétales qui sont compliquées. Du coup, comme dit, l'argent, si tu payes assez, il y a beaucoup beaucoup de Russes qui vont trahir leur leadership s'il y a assez Hmm. d'argent derrière. Après, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents Après, l'inverse est un de peu ce vrai qui se en passe. Ukraine aussi, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y Bien a quand sûr, même. bien sûr, bien Ouais. sûr. Non, mais en Ukraine, il y a énormément. Après, l'Ukraine a eu la chance de pouvoir éliminer ou arrêter une partie des traîtres au début de la guerre, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de traîtres en Ukraine qui ont un peu montré leur carte pendant le premier mois de la guerre ou pendant les premiers 6 mois de la guerre, parce que, en fait, eux, ils pensaient qu'il y aurait un coup et qu'ils arriveraient à prendre le pouvoir en Ukraine. En Ukraine, il y avait énormément de traîtres. En pourcentage de la population, il y en avait pas mal, mais ces gens-là, une grosse partie on est au courant maintenant, ou l'État ukrainien est au courant qui est un traître, qui ne l'est pas. Parce que ces gens-là ont pris le côté de la Russie, surtout au moment de la guerre, pendant les premières semaines où la Russie, on a l'impression que la Russie allait prendre le pouvoir dans 3 semaines et prendre Kiev, etc. À ce moment-là, il y en a vraiment beaucoup qui, aussi pour se protéger, ont dit ouais, mais moi je suis du côté de la Russie, blablabla. Donc, et il y a des officiers, il y a des trucs. L'Ukraine a les mêmes problèmes que la Russie là-dessus. Mais ouais, mais du coup, grâce à ça, comme en Russie, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas contents parce que leur clan n'a pas bénéficié dans une lutte de pouvoir en interne. Il y a leur clan qui a perdu quelque chose ou quelque chose de Poutine a fait quelque chose, enfin le leadership a fait quelque chose de mal à quelqu'un, etc. Il y a des gens qui sont pas contents, qui sont aigris, il y en a qui veulent de l'argent, il y en a d'autres qui sont des homosexuels refoulés ou d'autres trucs. Et en Russie, si t'es ça, tu peux pas. En fait, si
Dans le leadership russe, il y a beaucoup de gens dont tout le monde sait qu'ils sont, par exemple, homosexuels, et il n'y a pas de problème, mais en fait, ils ne peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent, c'est fini pour eux. Hmm. En fait, tout le monde le sait, en Russie un peu, mais personne n'a vraiment une preuve, et du coup, il n'y a pas de problème. Si tu es quelqu'un qui est ambitieux en Russie et qu'en fait, l'Ukraine a une vidéo de la personne qui prouve prouve sa sexualité ou quelque chose, ben, ça peut être un coup de pression qui peut les forcer. Il y a plein de trucs, il y a plein de façons de le faire. En anglais, il y a ce terme MICE, Ouais. qui explique que certains expliquent qui est idéologie, le compromat, monetary, donc c'est l'argent, et après le E, je sais plus ce que c'est. Mais en gros, il y a plusieurs moyens de compromettre quelqu'un, et l'Ukraine a ça. Mais du coup, comme l'Ukraine a ça, et en plus de ça, il y a quand même les services de renseignement français, anglais, etc., qui suivent et la Russie et les États-Unis. Et finlandais, espérons. Ouais, finlandais, plein d'autres pays. Du coup, si il y avait s'il y a vraiment une traîtrise énorme, je pense que l'Ukraine serait mise au courant assez rapidement. Ok, ok, Et, ok. et c'est pour ça qu'ils tentent de bien le faire. Ils tentent de le faire de manière un peu dérobée. Ok, ok. Merci de tes éclairages, parce que c'est vrai que quand on prend les news, quand on lit les news et qu'on essaie de les assimiler, de les comprendre et de les faire fonctionner dans la sorte de carte mentale qu'on se fait des choses, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier des éléments très importants si on n'a Hmm. pas, tu vois, Ouais, voilà. Si ça ouais, vient ouais, pas en non, et tête en premier ou si parce ouais, qu'il y c'est a pas les trucs tellement de classiques auxquels on pense. après le Ouais, problème c'est qu'il y a tellement de facteurs dans tous les sens, enfin tu vois d'autres facteurs ouais, aussi ouais, qui peuvent jouer que c'est compliqué. Après on tente ouais, de ouais, donner des éclairages quoi, on tente de même toi tu ouais, ouais. t'as pas une boule de Non, cristal dans non, la main non, non, et si dans non, trois non. mois il y a une méga traîtrise et que l'Ukraine s'est fait Non, avoir, bah, il y aura une très bonne raison pour l'expliquer ou plusieurs bonnes raisons et puis ouais, on voilà, ça et voudra en pas fait, c'est dire pas que parce que c'est pas parce que t'as des sources en interne que tu peux pas te faire trahir. Parce que une fois qu'il y a une traîtrise qui arrive, déjà pour protéger tes sources, tu peux pas. Si l'Ukraine apprend d'une source en interne que les États-Unis et la Russie sont en train de trahir l'Ukraine, ils peuvent pas le crier sur les toits, parce c'est que vrai. s'ils le font, ben ils montrent qu'ils ont quelqu'un en interne. Donc, même s'il y avait une traîtrise, l'Ukraine devrait faire semblant de pas l'avoir, ou de l'avoir, mais de l'extérieur, mais pas, en tout cas, pas montrer ce côté-là. Ouais. Et de toute façon, en fait, si tu as les deux, si tu as la Russie, on va dire la troisième ou quatrième puissance sur papier militaire au monde, et la première, les États-Unis, qui tentent de trahir ensemble, ben, même si tu es mis au courant 10 minutes plus tôt, tu peux pas faire grand-chose. C'est Tu sûr. peux dire non, tu peux C'est dire sûr, non, c'est sûr. j'accepte pas ce deal, mais au fond, tu peux pas. Donc c'est bien sûr que la traîtrise est. Ils peuvent tenter de trahir l'Ukraine, et ils le font. Pour moi, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de trahir l'Ukraine. Mais c'est juste que l'Ukraine, ils sont pas perdus. Ils comprennent ce qui se passe. Ils sont pas complètement sans Lui- défense, ouais, non, non. je vois Boudanov, ce le que tu veux chef dire. des renseignements militaires ukrainiens, c'est un gars qui vient de Sébastopol, en Hmm, Crimée, hmm. et qui est russophone de base, Ouais, ouais. et tout ça, et la plupart des gens dans les renseignements, le chef du SBU, tout ça, c'est des gens qui ont beaucoup de ressources et qui savent ce Ouais. qu'ils font, et Qui connaissent la maison. ils connaissent la maison. Ils ont assassiné énormément de Russes en Russie pendant Hmm. la guerre. Ils ont assassiné des traîtres ukrainiens aussi. Et ça va dans l'autre sens aussi. La Russie a assassiné un influenceur nationaliste ukrainien à Odessa hier ou aujourd'hui. Mhm. Euh, alors que, ah, et c'est pas un hasard que c'était à Odessa. Odessa, c'est plus facile pour eux de le faire parce qu'à Odessa, il y a plus de gens qui coopèrent avec eux. Ouais. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ouais. Et pour parler vite fait du front, il se passe quoi à Kursk, dans la région de Kursk? Ben, le front, en fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est que, pour simplifier, ça fait, on va dire, ça fait 1 an et demi que la Russie attaque et avance. Ils avancent quasi pas, mais ils avancent quand même, et du coup, c'est quand même inquiétant, même si c'est pas de. Si tu regardes la carte, le pourcentage de territoire qu'ils ont pris, ils ont rien pris, mais ils avancent. Ouais. Et la Russie avait fait Kursk. Et en fait, il y a des rumeurs, personne ne sait vraiment, mais en fait, actuellement, il y a des accusations. Les Ukrainiens ont abandonné Kursk parce que les États-Unis leur ont demandé de le faire. Ouais. Et c'est pas tout à fait vrai. Enfin, ça peut être vrai, mais c'est pas la seule raison. C'est un peu plus compliqué que ça. Kursk, à la base, l'Ukraine l'a fait c'était un peu un pari risqué, et ils l'ont fait quand même pour changer un peu la donne sur le front, et pour changer l'image de la guerre
et aussi humilier la Russie. Et sur ça, ils ont très bien réussi. Ils ont rappelé au monde qu'ils sont encore capables d'avancer, encore capables de surprendre la Russie et qu'ils sont capables d'avoir de gros résultats en peu de temps. Et c'était à ce niveau-là, Et Kursk, que quand c'était Poutine a dit on avait mis des dates pour des c'est dates ça. de la reprise, il y est jamais arrivé C'est jusqu'à. ça, il a mis 7 mois à le faire et du coup, au lieu de mettre 2 semaines, il a mis 7 mois à le faire et il a humilié la Russie à ce niveau-là. Kursk a totalement rempli tous ses objectifs. Par contre, sur le côté militaire, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est pas si clair que ça parce que le but de Kursk sur le côté militaire, c'était quand même aussi de forcer la Russie à bouger beaucoup de troupes là-bas et du coup d'aider un peu le front est dans le Donbass et, euh, et à ce niveau-là. Ben oui, ça a forcé la Russie à envoyer des troupes là-bas, mais est-ce que ça a forcé la Russie à envoyer assez de troupes pour que ça ait un gros impact sur l'Est? Ça, on ne le sait pas vraiment. Oui, ça a eu un impact sur l'Est, mais l'Ukraine a aussi dû mettre des troupes ukrainiennes à course. Donc, au côté, en fait, pour moi, mon analyse de maintenant, et elle peut changer dans le futur parce qu'on n'a pas encore tous les détails, mais sur le plan symbolique, politique, comme Kursk, c'est la plus grosse réussite de l'histoire, limite. Mais sur le côté militaire, c'est très moyen. C'est une opération qui. En fait, c'était sur le plan militaire à court terme, c'était une réussite. Et comme dit, sur le symbolisme de montrer qu'ils sont capables, c'est cool. Mais après, comme ils le perdent à la fin, ben, ça leur laisse pas ce leverage qu'ils auraient pu utiliser pour Ouais. échanger ça contre du Là, on est territoire. d'accord, ils le perdent. Enfin, Ouais, mais ils ils s'en sont vont de la retirés. zone. Ils sont retirés. Ouais, ils sont Et, retirés. hmm. Ils auraient pu combattre plus longtemps. Mais après, si on va dans les détails de pourquoi ils l'ont perdu, en fait, la Russie a quand même mis énormément de moyens pour récupérer Kursk. Ils ont fait plusieurs tentatives, ils ont perdu énormément de Hmm. matériel. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, sur le flanc ouest, l'Ukraine n'a jamais réussi à vraiment stabiliser. Ils ont réussi à stopper les Russes, mais ils n'ont pas réussi à récupérer les zones qu'ils avaient prises. Ensuite, la Russie a attaqué de l'Est. Et là, l'Ukraine a réattaqué et repris. Mais du coup, sur le flanc Est, l'Ukraine s'en sortait plutôt bien. Sur le flanc Ouest, c'était plus compliqué. Et là où ça a vraiment fait une différence, c'est que tu as une équipe qui s'appelle, je sais plus, Rubicon ou je sais plus le nom. C'est une équipe de drones, de gens qui utilisent des drones FPV russes, qui en fait est arrivée là-bas. Et c'est un peu l'élite des pilotes de drones russes. Et eux, ils ont réussi à vraiment frapper sur la logistique ukrainienne. Hmm. Ils ont rendu les deux routes qui permettaient de ramener du matériel à course. Ils ont rendu ces deux routes quasi Impraticable. Ouais. impossibles à utiliser parce ils ont détruit énormément de matériel. Et c'est là vraiment qu'il y a eu. En fait, ça fait 1 mois ou 2 mois que ces routes sont vraiment en train de se faire. Il y a des vidéos qui sortent constamment de Russes qui frappent et qui détruisent des convois de matériel. Et l'Ukraine n'a quand même pas un nombre illimité de blindés, etc. Donc ils peuvent pas se permettre de perdre. Ils peuvent pas faire comme la Russie et continuer de manière têtue. Ils sont obligés à un moment de se calmer. Et du coup, l'Ukraine a décidé que ça commençait à devenir un peu trop cher Ouais, niveau ouais, matériel et tout ouais. ça, de faire ça. Et à ce moment-là, En la se Russie disant a qu'au mis le feu de pire, camp. si la guerre continue, etc., etc., de toute Bah façon, ouais, faut j'imagine pas. qu'ils puissent faire une offensive ailleurs à un autre moment. C'est ça, et Il n'y a même pas de raison qu'ils ça n'y arrivent permet pas, d'avoir quoi. des troupes. Non, ils peuvent, et du coup, ça, en fait, le côté symbolique ne va pas s'améliorer en restant. Et du coup, ils se sont dit, ça, le coût devient trop élevé. Et à ce moment-là, la Russie, qui a quand même des renseignements en Ukraine, etc., s'est probablement rendu compte que l'Ukraine était un peu affaiblie. Et c'est à ce moment-là que tu as eu les États-Unis qui ont arrêté l'aide militaire et qui ont arrêté l'aide au niveau des renseignements. Et à ce moment-là, tu as aussi eu une attaque massive des Russes, dont des Russes qui sont arrivés par un pipeline avec des masques à gaz. Ils sont passés par un pipeline à gaz et ils sont arrivés dans Souja. Donc ils ont traversé une pipeline pour entrer et attaquer les Ukrainiens. Et tu as eu une pression maximale des Russes en même temps que l'Ukraine apprenait qu'ils n'avaient plus le droit du matériel américain, etc., et qu'ils n'avaient plus les renseignements. Et probablement un coup de pression des Américains. Et du coup, combiné, les Ukrainiens ont décidé de se retirer. Ils auraient probablement pu garder Kursk s'ils avaient voulu, mais dans ce cas-là, ça aurait coûté vraiment très, 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 très cher en matériel et en humain. Et ça valait pas le coup parce que du coup, ils auraient dû prendre des brigades autre part et les mettre là-bas. Et ils se sont rendus compte que ça valait pas le coup et ils sont retirés. Du coup, maintenant, Kursk, c'est fini. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça fait 1 an et demi que la Russie attaque et avance dans l'Est et dans le Sud et dans le Nord-Est. Et là, en fait, ça fait déjà quelques semaines que c'est l'Ukraine plutôt qui a pris le dessus là-bas. La Russie n'avance plus trop. C'est aussi parce qu'ils sont en pause un petit peu pour se remettre en forme. Mais l'Ukraine a réussi à récupérer pas mal de zones, pas trop loin de Toretsk, même dans Toretsk, et un peu à Pokrovsk, et pas trop loin de Kupiansk, etc. Hmm.
Donc, en fait, sur le front principal, ça se passe plutôt bien pour l'Ukraine. Et ce front-là est beaucoup plus important que Koursk. Koursk, comme dit, c'est un peu une opération symbolique, Bien sûr, bien sûr. mais, du coup, à ce niveau-là, ça se passe bien. Maintenant, c'est important pour l'Europe de faire quelque chose, plus attendre, parce que là, ce qui se passe, c'est que ça fait des mois qu'on sait que Trump est élu, mais on a l'impression que l'Europe est quand même en train de... Bien sûr qu'il se passe des choses et que les Européens sont en train de discuter et parler, mais au fond, on a quand même cette impression, en tant qu'observateur, que l'Europe attend de voir ce qui se passe. Et on n'a pas les moyens de faire ça parce qu'on ne peut pas laisser Poutine et Trump décider de ce qui se passe. Et pour donner un peu de poids à l'Ukraine dans ces négociations, il faut aider l'Ukraine un maximum et du coup, il faut qu'on donne des paquets d'aide. Et ce que je répète depuis longtemps, c'est que si on continue cette méthode de donner un paquet d'aide de 200 millions, 300 millions, 400 millions à la fois, on va pas gagner la guerre comme ça parce que le problème, c'est que Poutine va se dire, OK, il faut qu'on tienne 6 mois de plus, il faut qu'on tienne 6 mois de plus parce que on fait pas des paquets d'aide à long terme. Ce qu'il faut qu'on fasse au niveau européen, c'est faire un paquet d'aide de 5 ans ou de 3 ans ou quelque chose. Parce qu'en faisant ça, on envoie un message à Poutine qui est que c'est pas avec la patience qu'il va gagner parce que quoi qu'il arrive, on va continuer à armer l'Ukraine. Mais si on donne un paquet à la fois, il se dit, ben, j'attends celui-là et au bout d'un moment, ils vont arrêter. Et Ouais, ça, on bien l'a sûr, toujours bien pas sûr. vraiment compris. Et pour l'instant, Ouais, ou bien on l'a pas on compris, ne ou pas bien beaucoup. on n'a pas réussi à le Ouais, mettre en place, surtout. Enfin, je pense que certains l'ont compris, mais ouais, ouais. Mais c'est pas, par exemple, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place au niveau bilatéral entre un pays et l'Ukraine, mais il y a des pays qui le font, plus ou moins, mais c'est pas. Et c'est pour ça que il faut faire ça, il faut qu'on arme l'Ukraine et qu'on finance l'Ukraine un maximum, parce que si on fait ça, on enlève du poids aux États-Unis dans les négociations. Si l'Ukraine sait qu'elle reçoit des armes de l'Ouest, d'autre part que les États-Unis, elle est moins contrainte à signer un papier qu'elle veut pas signer. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est d'aider l'Ukraine un maximum maintenant pour ouais, éviter ouais, que l'Ukraine soit dans une sale situation. ouais. Ouais, ouais, bah évident, on est bien d'accord. On le répète, t'as raison de le répéter à chaque fois parce que ça paraît, c'est tellement évident, mais bon. Mmh. Notamment en France, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas évident du tout. Ces gens-là Ouais. feraient bien d'ouvrir un bouquin d'histoire, je pense. Sinon, je voulais te demander, quel est ton... Alors là, je te demande un peu de faire Madame Irma, donc c'est pas facile. Mais comment est-ce que tu vois, toi, ce cessez-le-feu qui, s'il semble qu'il va être fini par être décidé, comment est-ce que tu le vois brièvement? Et qu'est-ce que tu Ben, imagines qui peut se passer après? Ou c'est vraiment très difficile à imaginer, peut-être? en fait, le problème, c'est qu'il y a plein de scénarios. Il y a le Ah oui, scénario classique, c'est que la Russie refuse et qu'il n'y en a pas. Le ouais, deuxième scénario, c'est que la Russie accepte, mais que au bout d'une semaine, en fait, il commence à refrapper l'Ukraine comme il faisait à l'époque avec les cessez-le-feu en 2014 et 2022. Soit, en fait, tout est possible. C'est difficile à dire. Ça dépend de la stratégie que Poutine va employer pour essayer d'avoir un bon deal à la fin. Mais c'est assez probable qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu. Parce qu'en fait, comme l'Ukraine bénéficie quand même pas mal d'un cessez-le-feu aussi, la Russie a peut-être pas envie. ouais, Parce qu'au fond, faut pas oublier, et c'est un peu la conclusion de cet épisode, c'est que les gens, tout le monde a une mémoire courte. ouais. Mais la Russie a perdu cette guerre. Parce que ce qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est que une guerre, c'est pas un match de foot. Une guerre, il y a pas des objectifs égaux des deux côtés. Dans un match de foot, si l'adversaire met un but, tu l'en mets deux, si t'as envie de gagner. Mais une guerre, ça marche pas comme ça. Dans une guerre, tu as deux côtés qui ont pas le même nombre de joueurs, qui ont pas les mêmes objectifs. T'en as un qui défend et t'as l'autre qui attaque. Et du coup, l'objectif de l'Ukraine, bien sûr qu'il y a des objectifs secondaires qui sont apparus après, mais l'objectif stratégique initial de l'Ukraine, c'était d'éviter que la Russie réussisse à atteindre ses objectifs. Et les objectifs russes initiaux, qui sont C'était encore de les mêmes, prendre Kiev en 3 jours. c'est ça, c'est la dénazification et la démilitarisation, ce qui veut dire en gros de prendre le pouvoir sur l'Ukraine et de mettre un nouveau leadership et une nouvelle constitution et d'en faire un État satellite de la Russie, avec une présence militaire russe. Et du coup, la Russie ne va pas atteindre cet objectif en Ukraine quand la guerre a commencé au début pas la guerre, mais quand la guerre totale a commencé en 2022, l'Ukraine avait 23 capitales régionales et villes à statut spécial sous contrôle. Et les a encore, les 23. La Russie a réussi à avoir 0 sur 23 sur les La capitales Russie régionales. a sous contrôle celles qui sont en 0. Crimée. Bah, il y a celles qui sont en Crimée, C'est quoi. ça. Ouais, mais elles sont pas dans les 23 parce que celles-là, elles les avaient depuis 2014. Oui, oui, En d'accord. gros, Oui, oui, bien l'Ukraine en sûr. a 27.
L'Ukraine en a 27, dont 4 que la Russie a pris en 2014. C'est ça, ouais, ouais. Mais pendant la guerre totale, la Russie a réussi à prendre 0 sur 23. Ouais, ouais. C'est un peu comme si l'Allemagne envahissait la France et arrivait à prendre 0 Zéro capitale capitale régionale. régionale, quoi. Ouais, c'est assez pathétique quand même au fond. Si l'Allemagne attaque la France et en 3 ans ils n'arrivent pas à prendre Strasbourg et Bah, Nancy, c'est c'est vrai un pas peu à prendre compliqué Strasbourg, de. C'est compliqué. Strasbourg et même Même Nancy, Lille, quoi, ça craint quand même. ouais, et même Lille et tout ça, ils ont rien pris. Et du coup, ils ont pris 0 capitale régionale. La Russie, il y a 3 ans, en mars 2022, avait 30%, occupé 30% de l'Ukraine. Actuellement, ils occupent 19%. Donc, 3 ans de guerre, entre 600 et 800 000 blessés et morts russes, et ils ont quasi la moitié de ce qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Donc, au fond, cette guerre, c'est une défaite totale pour les Russes. Et c'est pour ça, même s'ils ont été très bons pour le faire oublier et Ah bah rajouter beaucoup ça. de propagande et tout ça, Et pour ils ont passer été pour les bons, mais du victimes, coup, ce qui est quand même vraiment c'est ça. Mais à cause de ça, faut pas phénoménal. oublier que ça baisse la motivation d'arrêter la guerre ou d'accepter un cessez-le-feu aux Russes, parce que si jamais il y a un cessez-le-feu et que la guerre s'arrête, ben ça veut dire qu'ils vont pas être plus proches qu'aujourd'hui d'atteindre leurs objectifs à la fin, et ça c'est problématique pour eux parce que ils ont quand même, et ça c'est vraiment la conclusion de cet épisode, mais la Russie a un contrat social avec son peuple. Et le contrat social actuellement, c'est que la Russie est en économie de guerre. Mais quand tu te mets en économie de guerre et que tu es à fond, ben, il faut au moins que tu aies une victoire à la fin pour expliquer le coût Même dans une que ça a dictature. sur la société. Même dans une dictature, il faut une sorte de victoire. Et actuellement, la Russie n'a pas de victoire, même s'ils vont tenter de dire qu'il y en a une, mais il n'y a pas de victoire. Là, ils se prennent vraiment une fessée sur le plan militaire. Et du coup, c'est problématique pour eux. Et il ne faut pas oublier, c'est pour ça qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine et faire en sorte que les États-Unis n'arrivent pas à trop aider la Russie. Ouais. Sur ces bonnes Merci Julien. paroles, je te remercie beaucoup. C'est ainsi que s'achève le 4e épisode de Géopocalypse. Merci beaucoup pour vos écoutes. Comme d'habitude, je vais vous demander de nous aider sur toutes vos plateformes, sur les applis, de partager autour de vous, d'en parler à vos amis si ce contenu vous intéresse, etc., etc. Vous connaissez la litanie que je répète à chaque fois, mais c'est très important pour nous. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite le meilleur, où que vous soyez sur la planète, et malgré ces temps troublés. À bientôt.